L'époque, les émissions culturelles n'étaient pas... Comment un homme qui a gagné des centaines de millions d'euros, qui possédait les villas les plus somptueuses de Cannes, peut-il finir sa vie dans la terreur de manquer d'argent ? La vérité est encore plus cruelle que vous ne l'imaginez. Philippe Bouvard ne manque pas d'argent, il manque de sécurité. Regardez ses mains qui tremblent. Derrière les chiffres astronomiques de ses contrats télévisés se cache un trou noir sans fond qui porte un nom, le jeu. Le jour, il était le roi qui utilisait son intelligence pour conquérir des millions de cœurs. Mais la nuit, il n'était qu'un débiteur pathétique face aux tables de roulette. Il a avoué avoir brûlé une fortune entière, non pas pour en profiter, mais pour fuir un fantôme qui le hante depuis sa naissance. C'est le premier homme sur sa liste noire, celui qui lui a appris la première leçon sur la trahison, et aussi celui qui a planté dans sa tête une malédiction. Peu importe combien d'argent tu auras, tu finiras toujours les mains vides. De qui parlons-nous ? Et comment ce premier coup de couteau a-t-il saigné pendant 96 ans ? Aujourd'hui, à 96 ans, Philippe Bouvard est complètement aveugle. Ses yeux ne voient plus rien depuis plusieurs années maintenant, mais ce n'est pas une simple dégénérescence naturelle de la vue comme on pourrait le croire. Non, c'est le résultat direct et symbolique de 7 décennies entières passées à fixer obstinément les mauvaises lumières de sa vie. Les projecteurs aveuglants et brûlants des studios de télévision qui consument l'âme petit à petit. Les néons verts hypnotiques et toxiques des casinos qui envoûtent et détruisent, les flashs violents et répétés des photographes qui agressent la rétine jour après jour. Il a littéralement passé toute son existence à courir frénétiquement après la lumière artificielle, trompeuse et éphémère de la gloire médiatique. Et maintenant, plongé dans le noir le plus total et le plus absolu, ironiquement, il voit enfin la vérité avec une clarté terrifiante qu'il n'avait jamais connue auparavant. La vérité brutale et sans concession sur 3 hommes qu'il ne pardonnera jamais jusqu'à son dernier souffle. La vérité déchirante et douloureuse sur lui-même qu'il a mis tant d'années à accepter. Car l'ironie la plus cruelle et la plus tragique de toute son histoire extraordinaire, c'est qu'en passant sa vie entière à fuir désespérément l'ombre de son père, il est devenu exactement comme lui, trait pour trait. Une copie conforme parfaite, un clone psychologique effrayant. Pour vraiment comprendre la douleur de la chute, il faut d'abord mesurer précisément la hauteur vertigineuse du sommet. Durant les décennies dorées des années 70 et 80, Philippe Bouvard n'était pas un simple animateur radio parmi tant d'autres. Il était véritablement le métronome culturel de toute la France. Il incarnait à lui seul une époque bénie et unique, où la culture raffinée et l'intelligence pointue n'étaient pas des ennemis jurés, mais des complices naturelles et harmonieuses. Imaginez un pays entier qui règle littéralement ses montres sur la voix distinctive d'un seul homme charismatique. Dès qu'il prenait le micro sacré sur RTL pour lancer son émission culte Les Grosses Têtes, une onde électrique puissante traversait instantanément l'Hexagone de part en part. Des millions de Français de tous horizons s'arrêtaient net pour l'écouter religieusement. Du chauffeur de taxi parisien stressé au professeur d'université de province, tous attendaient avec impatience ses mots d'esprit légendaires et son humour incisif. Son génie particulier résidait dans sa capacité absolument unique à mélanger harmonieusement la haute culture intellectuelle la plus exigeante et l'humour populaire le plus débridé et accessible. Il était le roi soleil, incontesté des ondes radiophoniques françaises. Mais la radio seule ne suffisait déjà pas à son ambition dévorante. Il a conquis la télévision avec une audace folle, créé de toutes pièces le petit théâtre de Bouvard. Une véritable usine à fabriquer des stars du jour au lendemain, où il transformait, comme par magie, des inconnus complets en légendes vivantes du divertissement. Sa plume acérée et redoutée régnait également en maître absolu sur les colonnes prestigieuses du Figaro. Il était littéralement partout, absolument tout le temps, omniprésent dans le paysage médiatique. Il accumulait les millions d'euros avec une facilité vraiment déconcertante
qui stupéfiait ses contemporains. Pour le public, il était la réussite absolue. L'homme parti de rien qui avait tout conquis. On admirait ses voitures, ses costumes, son assurance. Il était devenu un membre de la famille pour des millions de gens. Mais au milieu de ce tourbillon de gloire, quelque chose de vertigineux se mettait en place. Pour maintenir cet empire, Bouvard s'est enfermé dans une discipline de fer. Il a tout sacrifié. Il ne vivait que pour l'audience, pour cette adrénaline qui devenait sa seule nourriture. Et c'est là, dans l'ombre, que commençait sa vraie tragédie. Loin des studios parisiens brillamment éclairés, Philippe Bouvard menait une double vie secrète et inquiétante. Le jour, sous les projecteurs admiratifs, il accumulait les millions et les succès avec une aisance presque surnaturelle. La nuit tombée, dans l'ombre, il détruisait méthodiquement et systématiquement tout ce qu'il avait construit. Son véritable sanctuaire n'était absolument pas sa maison familiale confortable. C'étaient les tapis verts soigneusement feutrés du casino d'Enghien, ce temple du hasard et de la ruine. C'est précisément là, dans la fumée épaisse des cigarettes et le bruit incessant et obsédant des jetons qui s'entrechoquent, que le masque social tombait complètement, révélant le vrai visage de l'homme. L'homme qui contrôlait magistralement tout à la radio et à la télévision ne contrôlait soudainement plus absolument rien face au hasard cruel et impitoyable des jeux. Il était gravement atteint de ludomanie, cette maladie terrible de l'addiction aux jeux qui ne laisse aucun répit à ses victimes. Il ne jouait pas pour gagner de l'argent supplémentaire, car il était déjà immensément riche. Il jouait compulsivement pour fuir quelque chose de bien plus profond, pour combler désespérément un vide existentiel terrifiant que toute la gloire médiatique avait paradoxalement creusé au lieu de remplir. Il pouvait sortir triomphalement d'une émission couronnée de succès devant des millions de téléspectateurs et rouler ensuite directement, presque en transe, vers les tables de jeux mortels. Il y restait cloué jusqu'à l'aube blafarde, les yeux injectés de sang et brûlés par la fatigue accumulée, regardant impuissant et fasciné des fortunes entières s'évaporer littéralement en quelques tours de roulette fatidiques ou en quelques cartes distribuées. Il a avoué publiquement plus tard, avec une lucidité effrayante et désarmante, avoir brûlé l'équivalent du budget annuel complet d'un hôpital public français. Des dizaines de millions d'euros partis littéralement en fumée dans les limbes du hasard. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'il perdait, c'était sa liberté. Cette addiction l'a enfermé dans une spirale infernale. Pour éponger ses dettes, il devait travailler plus. Il est devenu l'esclave de son propre succès. Il acceptait tous les contrats, écrivant frénétiquement, non par passion, mais par nécessité. Son entourage fermait les yeux. Tant qu'il produisait, tant qu'il rapportait, personne ne disait rien. L'industrie du divertissement est une machine sans cœur. Elle broie les génies et recrache les cadavres. Et voilà le paradoxe absolument déchirant et tragique de toute cette histoire. Bouvard détestait profondément et viscéralement son père pour avoir lâchement et cruellement abandonné sa famille au profit de l'argent facile et du jeu destructeur. Mais lui aussi, de manière inconsciente et inexorable, a progressivement abandonné sa propre vie, sacrifié sa propre famille sur l'autel de son ambition, pour brûler inexorablement son temps précieux entre les studios brillants et les casinos sombres. Il haïssait son père de toutes ses forces, avec chaque fibre de son être, mais il est devenu, sans le vouloir consciemment, sans même s'en rendre vraiment compte au début, une copie quasiment exacte et troublante de cet homme qu'il méprisait tant. Le même schéma psychologique destructeur, la même spirale infernale d'autodestruction, la même malédiction terrible transmise par le sang familial. Puis vint l'année fatidique 2014, l'année du grand effondrement. Le véritable drame final de sa vie ne s'est pas joué sur un tapis vert de casino. Il s'est joué froidement dans les bureaux aseptisés et impersonnels de la direction de RTL,
là où les décisions se prennent avec la froideur des chiffres et le cynisme des stratégies marketing. 37 années entières de loyauté absolue et sans faille envers cette station. 37 années passées inlassablement à faire la gloire et le prestige de l'antenne, jour après jour, émission après émission. Bouvard pensait sincèrement et naïvement faire partie intégrante des murs historiques de la station, comme une brique fondamentale de l'édifice. Il avait profondément, terriblement tort. Un matin ordinaire de 2014, qui allait devenir extraordinairement douloureux et traumatisant, convocation inattendue dans un bureau froid et impersonnel. 5 minutes, exactement, chronomètre en main, pas une seconde de plus, pas le moindre remerciement sincère pour les décennies de service dévoué, pas la moindre cérémonie d'adieu respectueuse et digne. Juste une phrase sèche, brutale et glaciale tombant comme un couperet de guillotine. On rajeunit l'image de la station. Christopher Baldelli, le grand patron tout-puissant de RTL, ne daigne même pas le regarder droit dans les yeux pendant qu'il prononce cette sentence définitive et sans appel. C'est fini, terminé. Rideau baissé pour toujours. Imaginez cette scène d'une violence psychologique extrêmement rare dans sa cruauté calculée et froide. Un roi déchu et profondément humilié en quelques minutes à peine, sans aucune forme de procès. Le vigile de sécurité lui retire méthodiquement et froidement son badge d'accès magnétique professionnel. Ce tout petit morceau de plastique apparemment insignifiant qui était pourtant son sésame magique et son laissez-passer pendant des décennies glorieuses et triomphantes. Son téléphone professionnel qui sonnait littéralement 50 fois par jour sans interruption, débordant d'appels importants, silence total et assourdissant du jour au lendemain, comme si l'appareil était mort subitement d'une crise cardiaque. Les innombrables courtisans et flagorneurs qui l'appelaient respectueusement et révérencieusement « maître » disparus instantanément dans la nature, évaporés comme de la fumée au premier vent, révélant cruellement leur véritable nature opportuniste et hypocrite. Il rentre chez lui ce jour-là et découvre la vérité glaciale. Dans ce milieu impitoyable, vous n'êtes pas irremplaçable. Vous êtes un produit, un simple produit. Et quand le produit ne se vend plus assez vite, on vous jette sans aucun scrupule. Peu importe votre histoire, peu importe votre talent légendaire, seuls les chiffres comptent. La partie la plus cruelle, il doit regarder RTL continuer sans lui. L'émission continue, les rires continuent, le public s'amuse toujours, le monde tourne parfaitement. Mais sans lui, il n'était pas l'émission, il était juste un animateur, remplaçable en 5 minutes chrono. Et puis, il y a Laurent Ruquier, le 3e et dernier nom sur cette liste maudite. Ce nom résonne encore aujourd'hui dans son esprit comme un coup de poignard tranchant et douloureux planté dans le dos. Bouvard ne lui pardonne absolument pas d'avoir simplement pris sa place sur le trône médiatique qu'il avait lui-même construit pierre par pierre. Il ne lui pardonne même pas le simple fait d'exister dans ce monde, d'avoir osé respirer le même air que lui. Ruquier s'assoit confortablement et naturellement dans son fauteuil historique. Il anime avec aisance les grosses têtes devant des millions de téléspectateurs. Le public rit aux éclats comme avant. Les audiences sont excellentes, parfois même meilleures qu'avant. Tout va parfaitement bien dans le meilleur des mondes médiatiques. Sauf évidemment pour un homme de 96 ans qui observe tout cela impuissant dans le noir absolu de sa cécité et de son amertume. Pour Bouvard, dans son cœur meurtri et son esprit tourmenté, ce n'est absolument pas une succession professionnelle normale et naturelle. C'est un vol caractérisé et ignoble, un viol brutal et irrespectueux de son œuvre sacrée. Il déclare publiquement et amèrement que l'émission est devenue paresseuse, facile, complètement indigne de l'esprit original qu'il avait insufflé pendant tant d'années de labeur acharné. A-t-il objectivement raison dans son analyse critique, ou peut
être que c'est juste la douleur insupportable et lancinante de voir un autre homme récolter abondamment ce qu'il a patiemment semé pendant tant d'années de travail acharné. Aujourd'hui, à 96 ans, aveugle et seul, Philippe Bouvard a dressé sa liste noire définitive. 3 noms gravés dans sa mémoire, 3 ennemis jurés, Marcel Bouvard, le père voleur et lâche, Christopher Baldelli, le patron ingrat et cynique, Laurent Ruquier, l'usurpateur de son trône. 3 hommes qu'il ne pardonnera jamais, même à l'approche de la mort. 3 hommes qui ont marqué sa vie au fer rouge. 3 boucs émissaires parfaits pour une vie entière de souffrance. Mais voici la vérité que Bouvard ne dit pas. La vérité qu'il refuse obstinément de voir, même maintenant, même plongé dans la cécité totale. Le véritable ennemi n'est pas sur cette liste. Le véritable ennemi n'a jamais été sur cette liste. Le véritable ennemi est celui qu'il voyait chaque matin dans le miroir, avant de perdre la vue. Car qui l'a vraiment détruit au final? Son père qui l'a abandonné à la naissance? Ou lui-même qui a passé 70 ans à essayer désespérément de prouver quelque chose à un fantôme? Baldelli qui l'a viré sans ménagement? Ou lui-même qui a sacrifié sa santé mentale et physique pour un micro? Ruquier qui a pris sa place? Ou simplement le temps, qui passe inexorablement pour tout le monde? Philippe Bouvard a construit un empire médiatique véritablement impressionnant qui a marqué l'histoire de la radio et de la télévision française. Mais il l'a construit sur du sable mouvant et instable, sur la haine tenace et dévorante envers son père absent, sur la vengeance froide et calculée contre tous ceux qui l'avaient blessé, sur le besoin maladif, compulsif et obsessionnel de prouver continuellement qu'il valait quelque chose aux yeux du monde entier. Et quand tout cet empire s'est effondré brutalement sous le poids de ses propres contradictions, il n'avait absolument rien, strictement rien, pour amortir la chute terrible et douloureuse. Pas d'amis véritables et sincères sur qui s'appuyer, pas de famille proche et aimante pour le soutenir. Juste une liste froide et amère de gens à haïr jusqu'à son tout dernier souffle sur cette terre. La leçon de sa vie est brutale, douloureuse, mais absolument nécessaire pour nous tous qui l'écoutons aujourd'hui. Ne construisez jamais, au grand jamais, votre succès personnel sur la haine tenace et dévorante. Ne construisez jamais, sous aucun prétexte, votre fortune matérielle sur la fuite perpétuelle de vos démons intérieurs. Ne construisez jamais en aucune circonstance votre gloire publique et votre reconnaissance sociale sur le besoin obsessionnel, maladif et compulsif de prouver quelque chose aux autres, à ceux qui ne vous regardent même plus depuis longtemps. Car, à la fin, très tard dans la nuit la plus noire, quand les applaudissements nourris du public se taisent définitivement et pour toujours, quand toutes les lumières éblouissantes des projecteurs s'éteignent une par une, quand vos yeux fatigués se ferment pour la toute dernière fois sur ce monde, il ne reste absolument que vous et vous seul, vous et vos démons intérieurs qui vous ont poursuivi toute votre vie, vous et vos regrets éternels qui vous rongent de l'intérieur, vous et cette question terrible, lancinante et obsédante qui vous hante jusqu'au dernier souffle. Ai-je vraiment vécu ma vie pour moi-même, pour mon propre bonheur, ou ai-je vécu uniquement pour fuir désespérément quelqu'un d'autre, pour prouver quelque chose à un fantôme du passé? Philippe Bouvard a 3 noms gravés sur sa liste noire, mais peut être que le nom qu'il aurait le plus de mal à pardonner, s'il était honnête avec lui-même, c'est le sien propre. Peut être que le véritable ennemi de toute sa vie, c'était lui-même. Peut être que la vraie trahison, la plus profonde, c'était de trahir sa propre existence en essayant de venger celle de sa mère abandonnée. Ne soyez pas Philippe Bouvard. Ne finissez pas aveugle, seul, amer, avec une liste de gens à haïr. Finissez avec une liste de gens à aimer profondément, avec des mains chaleureuses à tenir, avec des souvenirs précieux qui réchauffent le cœur, pas qui le brûlent. Car le jour où la lumière s'éteindra définitivement pour vous,
Ce ne sont absolument pas vos ennemis qui compteront. Ce seront uniquement les gens qui vous auront aimé pour ce que vous étiez vraiment au fond, pas pour ce que vous représentiez aux yeux du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous une liste noire ou une liste de gratitude? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenus qui font réfléchir.